Bonjour, donc oui, je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé quand j'étais en mobilité à Dijon et où on a pu explorer une cohorte de personnes avec troubles du neurodéveloppement avec des techniques omiques. Donc on l'a dit tout à l'heure, Maëlle l'a bien expliqué, les troubles du neurodéveloppement ont une grande partie une cause génétique et jusqu'à présent avec l'essor du NGS, on arrivait jusqu'à 30 à 50% de diagnostics, mais ça laisse quand même des impasses pour les autres familles et viennent maintenant avec justement la prescription du génome quelque chose de plus poussé, mais avec quand même une difficulté d'une part pour la détection, par exemple pour les SV ou pour les répétitions de triplés, et puis pour les interprétations de variants, on l'a vu auparavant. Donc là, on s'est basé sur des techniques omiques qui vont pouvoir venir, alors soit compléter le séquençage au débit, soit pouvoir permettre d'y retourner et de retrouver le variant. Et on s'est arrêté sur le RNA-seq, qui est donc capable de mesurer des variations d'abondance de l'ARN, l'expression monoallélique et puis l'épissage aberrant, et également des études du profil de méthylation de l'ADN. On est parti donc d'une cohorte de 30 individus atteints de syndrome polymalformatif ou de troubles graves du neurodéveloppement. Donc là, c'était la première cohorte. Jusqu'à présent, comme vous l'a montré Maëlle, il y avait eu plusieurs cohortes, en particulier avant, plutôt dans le neuromusculaire, la mitochondrie, et puis sinon, c'était vraiment des cohortes très, très hétérogènes, pas de cohorte uniquement avec troubles malformatifs ou troubles du neurodéveloppement, qui avait eu une ACPA et un séquençage d'exomes en trio négatif, et pour lequel, dans un ordre défini, on a d'abord fait un séquençage du génome en trio, puis pour une partie d'entre eux un RNA-seq, et pour tous une analyse de méthylation de l'ADN. Alors si on reprend les caractéristiques de la cohorte, vous voyez que majoritairement, dans les 3/4 des cas, c'était des enfants, 19 filles versus 11 garçons, avec un âge médian d'à peu près 14 ans, mais avec quand même, vous voyez, de 4 ans et demi à 35 ans. 2 individus étaient issus d'une union consanguine, et pour chaque individu, sur le plan clinique, on a pu récupérer de 2 à 11 termes HPO, avec en majorité, vous voyez, des anomalies du système nerveux ou du trouble du neurodéveloppement, mais également des anomalies dysmorphologiques, du squelette ou également, par exemple, musculaires. Alors, pour les résultats du génome, on a eu un diagnostic chez 8 personnes sur les 30, avec une majorité de SNV et d'Indel, mais vous voyez quand même 10% donc chez 3 personnes des variants de structure. Pour les 3 premiers variants dans KMT2D, FOXG1 et PURA, en fait, c'est des variants qui n'ont pas pu être mis en évidence à l'exome parce qu'ils n'étaient pas couverts par les kits de capture. Alors, je vais revenir sur 2 exemples avec les variants de structure. Une jeune fille de 11 ans, deuxième enfant d'un couple non apparenté, qui est née à 38 semaines avec un retard de croissance intra-utérin et qui a développé une déficience intellectuelle sévère avec une épilepsie absence atypique et des troubles du comportement. Quelques particularités morphologiques, et puis à l'IRM cérébral, un élargissement des espaces péricérébraux, une légère intensité de la substance blanche cérébrale postérieure, et vous voyez l'ensemble des tests qui comprenaient plus que l'ACPA et l'exome en trio s'étaient révélés négatifs. Et donc on a pu mettre en évidence une inversion de 2,2 mégabases qui en fait emporte une partie régulatrice du gène MEF2C avec une expression au niveau cérébral pour cette régulation. Et il a déjà été montré par Caroline Schut-Bollard d'autres cas avec également des remaniements de structures équilibrées qui emportent ces zones régulatrices et qui donnent lieu à un phénotype qui explique bien et qui met qui implique le gène MEF2C. Le deuxième exemple, c'est celui d'une jeune fille de 7 ans, premier enfant d'un couple non apparenté, néeutrophe à 39 semaines et qui a développé un retard global du développement, pas d'éléments dysmorphiques, quelques éléments au niveau du comportement avec un bruxisme, une IRM cérébrale normale, et puis donc l'ACPA et l'exome trio normaux. Et donc, il a pu être mis en évidence une délétion
inversion par recombinaison qui a été retrouvée à la qPCR, et j'y reviendrai plus tard, on a continué quand même par du RNA sec, et on voit ici une anomalie de splice qui implique les exons 23 à 25. Au niveau des candidats, on avait 7 candidats sur 30, avec une majorité de SNV indel et un SV qui a un chromoagénésis pour lequel on est toujours en train de poursuivre les investigations. Sur ces candidats, on a 2 variants introniques profonds. Et puis, on a un seul cas de mode autosomique récessif. On est donc passé au RNA sec, que l'on a fait chez 23 des 30 personnes. Alors, celles où on avait vraiment un résultat certain, on n'est pas allé les faire. Et puis pour celles pour lesquelles on n'a pas reçu de prélèvement, donc on a commencé par du RNA sec sur du sang. On a fait donc chez 11 avec un génome négatif, 7 avec un gène candidat, et puis chez des personnes qui avaient un génome positif et pour lesquelles on voulait aller plus loin sur la mécanistique. On a pu retrouver un diagnostic chez quasiment 9%. Donc on a d'une part pu confirmer l'implication du variant intronique profond dans TCF4. Alors initialement sur le sang, ça n'a pas pu être conclusif et on a réussi à avoir des prélèvements de fibroblastes sur lesquels là par contre on a pu mettre en évidence l'anomalie. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour un des individus, on a pu mettre, en fait, via le RNA sec, en évidence une délétion intragénique du gène SPTAN1. Et donc, en effet, en revenant après à IGV sur les données de génome, confirmer ce diagnostic. On a confirmé chez 2 personnes le variation, donc casque que je vous ai montré, et également une délétion intragénique de GATA-D2B. Alors, l'exemple voilà, de cette homme de 23 ans, alors là où, pour lequel on aurait pu s'attendre à une pathologie récessive parce qu'il était issu d'une union consanguine, qui est né eutrophe à terme, qui a présenté dans l'enfance un RGO sévère, une déficience intellectuelle sévère et une IRM cérébrale normale, pas de dysmorphie, on notait uniquement un palais ogival, une microcéphalie à moins 2,5 DS, une myopie et une hyperactivité avec un déficit de l'attention. Et là, vous voyez, via le RNA sec, on a pu mettre en évidence également une anomalie de splice qui comporte les exons 44 à 51. Et quand on est retourné sur les données de génome, on a pu mettre en évidence la délétion. Et pour le patient avec le variant dans TCF4, on a pu mettre donc en évidence sur les données de RNA sec, pareil, une anomalie de splicing avec donc en haut le K-index, en bas le contrôle. Et là, vous voyez cette anomalie avec un exon cryptique. Quand on retournait évidemment à la clinique, à chaque fois, ça corrélait bien avec les résultats retrouvés sur le plan moléculaire. Je vous ai dit donc après, on a continué quand même, on a poursuivi avec une analyse de méthylation de l'ADN qui a été réalisée au Canada dans l'équipe de Bekim Sadikovic. On l'a fait sur l'ensemble de la cohorte et on a pu confirmer pour le patient qui avait un variant dans KMT2D qu'il y avait bien une signature qui confirmait le Kabuki. On avait un patient pour lequel on n'avait pas de diagnostic, on avait un variant sans diagnostic et pour lequel on retrouve une épisignature qui fait référence à une baphopathie. Ils sont donc allés regarder tous les promoteurs s'il y avait une anomalie de méthylation sur tous les gènes qui font partie de cette famille des baphopathies. On n'a pas retrouvé d'anomalie et on est retourné, nous, sur justement les données de génome et pour chaque gène, on n'a pas retrouvé non plus de cause. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette anomalie, cette épisignature. Et puis, on a également un patient pour lequel on a trouvé un variant dans le gène ARID5B et pour lequel la signature sort pour le Wolff-Hirschhorn. On est retourné au clinicien. Il n'y a pas du tout de clinique évocatrice de ce syndrome. Donc, pour l'instant, c'est pareil. Là, ça pose une interrogation. Et puis pour 2, c'était non conclusif. On ne pouvait pas conclure avec les données de méthylation. Et pareil, ça ne corrélait pas avec la clinique.
Donc si on regarde sur le plan des données intégrées, on voit que le rendement diagnostique combiné du génome, de l'ARN sequencing et de l'analyse de méthylation fait une approche avec un taux de diagnostic d'environ 33%, ce qui se rapproche des données de la littérature, et qu'on a également identifié des variants candidats très intéressants. Alors par exemple, là je n'y suis pas revenue, pour le variant intronique de Green 2B, on a quand même regardez sur les données de RNA sequencing sur le sang et sur la peau, mais c'est un gène qui ne s'exprime qu'au niveau du cerveau. Donc par exemple, pour cet individu, on est en train de faire des IPS et des lignées neuronales pour pouvoir aller plus loin et prouver l'implication de ce variant. Donc l'ensemble de cette intégration est quand même intéressante pour aller plus loin dans la caractérisation d'un diagnostic. En discussion, donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup fait de détection de variants de structure. Alors, est-ce que c'est une question de génome de référence, d'optimisation également des pipelines bioinformatiques pour pouvoir aller détecter ces variants de structure, d'où l'intérêt peut-être des génomes longs fragments ou également de la cartographie optique. Quid de la détection des insertions mobiles ou des variants du génome de l'ARN mitochondrial. Et puis, on voit quand même que cet apport du RNA-seq est quand même très intéressant et se poser la question de aussi, dans l'autre sens, si on prenait RNA-seq first, est-ce que ça pourrait aussi orienter et avoir un bon taux de diagnostic et toujours la question du tissu, quel est le tissu le plus intéressant, en particulier dans les troubles du neurodéveloppement. Et puis on voit que la méthylation de l'ADN peut reclasser des VUS ou voire orienter après l'interprétation des données de génome. Et donc je remercie l'ensemble de l'équipe GAD qui m'a accueilli pendant cette année de mobilité où j'ai fait ce beau travail.